la page 12 du chapitre 1 de mes notes de cours, on continue la section 6.1, la vitesse scalaire moyenne, avec un autre exemple. Je vous demanderai d'arrêter la vidéo et de faire vous-même la lecture du libellé du problème. Si je prends quelques secondes pour ajouter mon zoom pour vous montrer la page en entier, on voit que c'est un gros problème de physique. En lisant, on voyait que c'était un gros problème aussi. Donc c'est un problème de niveau avancé, de niveau, je dirais, préuniversitaire et encore. C'est pas tous les préuniversitaires qui les réussiraient facilement. Pourquoi je le fais avec le régulier? C'est juste pour montrer, c'est moi qui le fais, c'est pas vous. Vous n'avez pas à résoudre un problème de ce niveau de difficulté-là, mais vous devriez être capable de me suivre, par exemple. C'est ce que je demande à mes étudiants des cours de base en physique, d'être capable de suivre mon raisonnement, d'être d'accord ou de me dire qu'il y a une erreur dedans. Donc, c'est pour ça que, aussi, qui est pratiquement tout déjà décaché sur votre feuille, c'est pas un problème que vous auriez à faire en temps normal. Mais, au fur et à mesure que je vais le faire dans la vidéo, je vais quand même apporter 2, 3, je ne me rappelle plus, un certain nombre de petites corrections. Donc, pour me démontrer que vous l'avez suivi avec moi, ben, s'il vous plaît, apportez les petites corrections que je fais, que je pourrais vérifier dans votre document. Après une première lecture, peut-être même une deuxième, là, pour se mettre le problème correctement en tête, on va identifier nos données. On oublie l'année. Bouclage 5,5 km d'un tour de piste. Donc, j'ai une première information ici. Je l'ai même en double. Si on veut, on a 5,5 km égale un tour de piste. Ça pourrait être vu aussi comme un facteur de conversion. Fait que j'ai mis les deux, le 5,5 puis le 1. Il fait un tour de piste lors des essais en 1 minute 35. Donc, je vais avoir une deuxième information qui est du temps, cette fois-ci, 95 secondes. J'attends avant de mettre mes symboles que je vais utiliser en physique parce qu'il semble avoir beaucoup d'informations puis je vais être sûr de les nommer correctement. La course comprenait 56 tours. Pour moi, c'est une autre information ici. C'est une distance. Au lieu d'être compté en kilomètres, est compté en tours de piste. Il l'a gagné, prochain chiffre que je rencontre, avec une vitesse scalaire moyenne de 204 km/h. Il utilise, celui qui a exposé le problème utilise le langage physique. Dans le langage courant, on dirait peut-être avec une vitesse moyenne, tout simplement. Donc, tant mieux si on utilise le langage des physiciens, 204 km/h. Donc, c'est une vitesse, mais j'attends avant de mettre mes symboles officiels là, pour voir toutes les données que j'ai à différencier. S'il avait pu maintenir sa vitesse scalaire du tour de qualification pendant toute la course, Felipe Massa aurait-il gagné ou perdu et par quelle distance? Alors, je suis rendu dans les inconnus que je recherche. Et c'est peut-être pas clair là, comment les identifier exactement, donc je vais attendre un petit peu. Et je vais commencer à identifier mes choses. On est dans la section sur la vitesse scalaire moyenne qui se calcule avec une distance parcourue divisée par du temps. Fait que ça, je vais appeler ça une distance parcourue. Mais j'en ai un autre ici, 56 tours, une autre distance parcourue. Fait que je vais identifier ça dp1 pour un tour de piste, puis dp total pour toute la course. Donc ici, mon premier delta T, c'est le delta T pour un tour de piste, le 1 qu'il y a là. Puis c'est aussi Felipe Massa qui le fait. Tandis que je peux avoir des temps pour Kimi. Donc, on va faire une différence. Je vais m'identifier des indices là, pour pouvoir préciser correctement les temps et les vitesses s'appliquent à qui. Donc, ça m'arrive souvent, ça, des fois que je vais mettre je vais préciser quels sont mes indices que j'utilise ici. Donc, quand je vais écrire l'indice F, c'est pour Felipe. Quand je vais écrire l'indice K, ça va être pour Kimi. Puis, je rappelle que le 1, ça correspond à un tour de piste. Total, je pense que je n'ai pas besoin de préciser c'est quoi l'indice. Donc, le 95 ici, c'est un delta T pour un tour de piste et pour Felipe. Donc, delta T, indice 1, puis F. De la distance parcourue totale. La vitesse scalaire moyenne qui m'était donnée, donc le symbole, on a vu que c'était VSN, mais c'est la vitesse pour Kimi Räikkönen, effectivement, donc vitesse scalaire moyenne pour Kimi. Et là, on me demande s'il avait pu faire la course avec le temps des essais, ce qui est rarement le cas. Est-ce que Felipe aurait gagné la course? Puis si oui, quelle distance? Quel écart qu'il y aurait eu entre les deux coureurs? Mais pour savoir s'il aurait gagné la course, ça me prendrait des delta T, des temps de course. Donc, je vais chercher des delta T totales pour la course et pour mes deux personnages. Donc, j'ai un inconnu qui est delta T pour Felipe, total, puis delta T Felipe, total pour Kimi. Et dans le fond, je compare ces deux chiffres-là. Qui gagne? Ben, c'est le plus petit delta T.
Bon, ici, il faut que je sois cohérent au niveau des unités. J'ai décidé de dire je cherchais des inconnus en heure. Ben, je vais faire une conversion d'unité en haut pour exprimer mon tour en heure. Et l'écart, donc quelle distance qu'il y avait entre les deux à ce moment-là, ça correspond pas vraiment à des variables de physique qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, je suis un peu dans l'inconnu. Je vais appeler ça l'écart est égal à combien de kilomètres. J'exige d'avoir un dessin pour représenter la situation. Donc, on est en cinématique. Le dessin typique, c'est un axe des X. J'ai deux objets. Dans ce temps-là, je vais dessiner des ronds pour les deux objets, surtout dans les cadres de course, de poursuite, etc. Je vais dessiner les deux objets. Bon, je passe à travers mes variables pour voir si j'ai dessiné les choses. DP1, ça va être une cote ici. Okay. Évidemment, je vais avoir mis un objet pour celui-là qui a fait un tour de piste. Donc, j'ai dessiné l'objet à sa position originale, puis l'équivalent d'un tour de piste, l'objet aurait été rendu là. Bon, j'ai le delta T1 pour ce tour de piste-là. Donc, c'est le petit delta T1 qui est caché ici. Qui correspond à la même cote, si on veut. C'est le temps que ça prend pour faire un tour de piste. Le DP total, donc la distance parcourue totale. Donc, je vais mettre un point à la fin de la course. Je vais commencer avec mon premier personnage qui est dessiné en haut. Donc ça, c'est le delta P total. La vitesse scalaire moyenne de Kimi, bien évidemment, c'est une vitesse qui s'applique à tout cet intervalle-là. Ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Donc je l'ai mis dans la liste là, des variables pour lesquelles la cote les représente. On continue avec le delta T total des deux personnages. Ben, encore une fois, la cote représente très bien ces deux delta T-là. L'écart en fin de course, ben, j'ai mis mon deuxième personnage et finalement, lui, il ne se rend pas jusqu'au delta P total. Il y a un écart entre les deux. Au moment où le premier finit, lui n'a pas fini. Donc, mon écart, c'est la cote à la fin que j'ai ici. Remarque, ce dessin-là n'est pas du tout fait à l'échelle, parce qu'on dirait que c'est l'écart d'un tour si on dit que ça, c'était un tour. Donc, c'est pas un dessin strictement à l'échelle, c'est juste une référence pour pouvoir discuter du problème et comprendre qu'est-ce qu'on cherche correctement. Ça me prend un outil de physique pour résoudre ce problème-là. Bon, on est dans le premier chapitre, première section pratiquement. Donc, la seule formule qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est vitesse scalaire est égale à distance parcourue divisée par delta T. Et je vais essayer de calculer, ma stratégie serait d'arriver à calculer le delta T total pour ces deux choses, pour ces deux personnages-là. Donc, quelqu'un qui est moindrement observateur pourrait me dire tout de suite le temps que Philippe aurait eu s'il aurait maintenu le même temps de course que son temps de préliminaire. Dans le fond, ça vient à dire que c'est 56 tours, donc ça serait 56 fois son temps de un tour. Donc le delta T total de Philippe, ça serait 56 fois son delta T pour un tour. C'est égal à 56 fois 0.026 fois, donc ça me donnerait 1.48 heures son temps de course. Je ne peux pas l'estimer, il a tout à fait raison. La seule chose, c'est que je pourrais dire ça, c'est pas une loi de physique comme telle, c'est une loi humaine, on comprend très bien. Mais est-ce que tu pourrais me le démontrer avec la loi de physique qui s'applique à ça? Okay? Donc, j'accepterais ça facilement en termes de compréhension. Mais si on est dans un cours de physique, on va dire comment on fait pour démontrer ou utiliser la loi de physique pour montrer que ça arrive, mais je vais appliquer ça à Philippe. Donc, c'est dP total divisé par delta temps total, que je ne connais pas. Évidemment, sa vitesse scalaire moyenne, c'est la même. On fait un exercice où ce qu'on se dit, il va prendre 56 fois le même temps de tour. Donc, sa vitesse scalaire moyenne pour le total, ça va être la même que c'était pour un tour. Donc, j'aurais pu aussi dire que sa vitesse est égale à dP1 sur delta dt1. Ça me donne une égalité, là, une proportion. Évidemment, ça revient au 56, là, la proportion qu'on avait. Je peux isoler mon delta t total que je cherche dans la deuxième partie. Là, isoler le delta t total, ça veut dire qu'il monte en haut de ce côté-là. Ça et ça se multiplient. Hein. C'est un produit croisé. Donc, je vais avoir dp total fois delta f1 divisé par dp1. Okay. Et je continue. Évidemment, c'est le raisonnement que vous venez de faire à cet endroit-là. L'analyse du problème nous amène à dire que la distance parcourue totale, c'est 56 fois la distance parcourue 1. Donc, je voudrais avoir la distance de la piste, c'est 56 fois le 5.5. Il y avait une course de 308 km à faire. Okay. Donc, le dP total qu'il y a ici, j'ai le droit de le remplacer par 56 dP1, 56 tours de piste.
Donc, je vais avoir 56 dp1 en haut pour remplacer dp total, puis je veux dp1 en bas. Donc, il me reste mon delta t d'un tour ici, puis là, ça se simplifie, puis on voit apparaître ce qu'on disait, là, que c'était 56 fois ce que le gros bon sens nous faisait conclure immédiatement. Donc, j'ai appliqué l'équation 1 à Philippe. Et maintenant, je vais appliquer l'équation 1 à Kimi. Donc, sa vitesse scalaire moyenne à Kimi, un peu comme j'ai fait là, ça va être la distance parcourue totale, divisé par son delta t à lui, son delta t total de Kimi. Évidemment, je cherche le delta t total, donc je vais l'isoler. Ça veut dire que lui monte en haut, lui descend en bas, dp total sur VSK. On a vu tout à l'heure que le dp total, c'était 56 fois le dp d'un tour. Puis ça, c'est tous des chiffres connus. 56 fois mon 5.5 divisé par sa vitesse moyenne. Donc, ça lui prend 1.51 heures. Je compare les deux chiffres et j'en conclus donc que c'est Philippe qui aurait gagné. Évidemment, en tour préliminaire, on est toujours plus rapide. Donc, si on compare toujours nos tours préliminaires avec la course, ben, c'est sûr que la vitesse des tours préliminaires nous permettrait de gagner la plupart du temps, le plus rapide des tours préliminaires. Et remarque, 1.58 heures, 1.51 heures, il aurait resté 0.03 heures de course à Kimi à faire. Okay? Parce que quand Philippe finit, mais lui, il reste 0.03 heures de course à faire. Fait que ça, c'est ma donnée de base pour ma deuxième partie du problème, quand on me demande quel est l'écart. Ben, l'écart, tantôt, je ne savais pas trop comment l'écrire, mais c'est la distance parcourue par Kimi pendant ce 0.30 heure-là. Donc, le delta t de Kimi, c'est le 0.03 qu'il y a là, puis quelle est la distance parcourue qui va déplacer. Ben, j'applique encore la même équation de physique, l'équation 1 qu'on a en haut, pour Kimi. Donc, la vitesse scalaire de Kimi, c'est la distance parcourue par Kimi divisé par son delta tk. Et là, je cherche le dpk. Donc, lui, il va monter en haut quand je fais mon isolation mathématique. Il va monter en haut quand je fais mon isolation mathématique que je disais. Donc, le delta t monté est venu multiplier de ce côté-là. Ça, c'est des chiffres connus maintenant. Fait que je le rentre. C'est la vitesse scalaire moyenne de Kimi fois le 0.03. Donc, si ça aurait été ça, la course, il aurait resté 6.12 km. C'est quand même pas un petit chiffre. Hein? C'est pas négligeable. Et voilà.